Dans un premier temps, il y aura, notre, cher directeur, monsieur Hervé Tribolaspierre, qui va prendre la parole, pour vous dire un petit mot et ensuite, la ma collègue Muriel Doriac, qui est productrice et chargée, des voyages en Iran, va vous faire, une présentation, sur nos 4 circuits et au fur et à mesure, il y aura également, des guides qui vont intervenir, afin de vous donner plus de détails. Et en fin de présentation, vous pourrez nous poser vos questions, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et vous avez un petit bouton discussion en bas, donc si vous voulez écrire vos questions même au fur et à mesure, et on pourra y répondre à la fin. Hervé, je vous passe la parole. Ah, vous avez votre micro, monsieur Hervé, votre micro est désactivé. Voilà. Parfait. Merci Sabrina. Je suis enivré sans arrêt par le parfum de tes cheveux. Si tu veux embellir ce monde pour autant que l'éternité, dis au vent d'écarter ton voile de ta face pour un instant. Ces vers de Hafez, poète shirazi du XIVe siècle, en disent beaucoup sur l'âme iranienne. La culture persane est fondée sur le symbole, la poésie, la métaphore. C'est l'art du voilement et du dévoilement. Les plaisirs sensuels de la vie se mêlent aux élévations spirituelles. Nos 4 voyages, immergés dans les profondeurs du monde iranien, sauront, chacun à leur manière, vous le faire découvrir dans les meilleures conditions de confort. Nous privilégions la plupart du temps les meilleurs hébergements locaux possibles, ainsi que des conditions idéales de transport avec chacun sa fenêtre. Je vous laisse maintenant partir avec Neda, Mohammad, Manoucher et Muriel dans nos 4 circuits à la découverte de l'Iran. Merci Hervé. Voilà, donc premier voyage, comme je vous le disais tout à l'heure, circuit de 14 jours relativement classique dans le centre de l'Iran, avec une petite touche d'originalité puisque l'on va également dans l'est de l'Iran avec les villes de Kerman et les citadelles de Rayen et Bam, dont je vous parlerai par la suite. Donc un circuit de 14 jours qui commence à Téhéran et se termine à Ispahan. Visite à Téhéran, bien sûr, classique d'une journée avec le musée archéologique, le palais du Golestan et d'autres visites. Donc, je n'ai pas, par contre, choisi de vous montrer des visuels de Téhéran. Donc, on commence tout de suite par l'étape importante après Téhéran, la ville de Kashan. La ville de Kashan, c'est une ville oasis, ceinte dans des murailles de briques ocre, pardon, aux abords du Dasht e Kavir, qui est en fait le désert du Kavir. Alors, entre autres choses, à Kashan, on verra la mosquée Aga Bezorg que l'on voit donc sur le visuel, qui est de la fin du XVIIIe siècle. À Kashan également le bazar historique, qui est un bazar couvert, qui est pas de très grande taille par rapport à d'autres bazars. Par contre, il héberge différentes. L'Iran, c'est l'intérieur d'une église. Pardon. Donc là, non, ça n'est pas une église, c'est une représentation du bazar historique de Kashan, d'époque seldjoukide avec des rénovations safavides. Donc c'est un petit bazar dont l'enceinte, enfin qui héberge en fait différents anciens caravansérails qui ont été transformés en échoppes et en ateliers, également des mosquées, des fontaines, des madrasas. Et on peut y acheter, entre autres produits locaux, des macarons, notamment à la noix de coco, qui sont délicieux, mais également de l'eau de rose et puis évidemment d'autres produits. Donc, Kashan, c'est également de très beaux jardins, parmi les plus beaux d'Iran, dont le jardin de Fine, construit au XVIe siècle sous le Shah Abbas Ier, et en fait qui a été construit selon la perception persane du paradis, avec des points d'eau, c'est-à-dire en fait des canaux, des bassins, des fontaines,
et une végétation au feuillage persistant qui fait de ce lieu, en fait, un endroit très agréable, quelle que soit la période de l'année. Cachan, c'est également des maisons traditionnelles. Là, vous voyez à l'écran la maison des Bourou-de-Gerdy, maison traditionnelle des riches marchands de l'ère Kadjar, qui en fait qui atteste de l'importance du négoce à cette époque et de la richesse de ces fameux marchands sous l'ère Kadjar. Donc on poursuit notre circuit vers le sud avec cette très belle étape au village d'Abiané qui en fait est étagée sur les flancs du mont Carcasse. C'est une étape où l'on peut faire une halte photo, se promener dans les ruelles ocre bordées de maisons, dans les ruelles pardon sinueuses bordées de maisons ocre rose, aux fenêtres ouvragées et aux balcons en bois. C'est aussi l'occasion de faire de très belles photos sur la vallée que l'on voit donc à partir du village. Autre étape d'importance en direction du sud, la ville de Yazd. La ville de Yazd, en fait, qui est la porte du désert, enclavée entre les déserts du Kavir au nord et du Lout au sud. Alors, sa vieille ville, en fait, est dominée par des coupoles en céramique bleue, ses hauts minarets et surtout ses badjirs, ces fameux bâtiments tout en hauteur que vous voyez sur la photo, qui sont en fait des badjirs sont en fait des tours du vent qui permettent d'emprisonner les vents et par un système ingénieux en fait de rafraîchir et de ventiler les pièces qui se trouvent en dessous. C'est en fait en quelque sorte l'ancêtre de notre climatisation moderne. Je poursuis avec évidemment toujours à Yazd le Temple du Feu, celui-ci construit en 1934, qui perpétue le feu victorieux. Le feu victorieux, en fait, symbole sacré pour le zoroastrisme, symbole sacré qui en fait symbolise la victoire du feu et en fait de la lumière sur les ténèbres. Je poursuis avec le complexe de Ganjali Khan à Karman, un magnifique caravansérail d'époque safavide. Puis, bien sûr, plus au sud, les citadelles de Rayen et de Bam. Alors, citadelle de Rayen que vous voyez sur la gauche, d'époque safavide, puis la citadelle de Bam, donc à droite, mais dont les fondations également d'époque safavide, mais dont on pense que les fondations remonteraient à l'époque sassanide, voire achéménide, c'est-à-dire en fait entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. Je poursuis avec donc cette excursion à partir de Kerman jusqu'à Rayen Bam nous ramène à Kerman et le lendemain nous prenons l'avion pour éviter une longue journée de route jusqu'à Shiraz. Donc nous prenons l'avion pour aller de Kerman à Shiraz, berceau de la culture persane, en fait la ville des roses, la ville des rossignols, dit-on, des poètes et du vin. On y voit entre autres les tombeaux de poètes, Hafez et Saadi, mais aussi des mosquées, des jardins, et je vais donc vous présenter par exemple le Jardin des Rames, très belle réalisation et qui est connu surtout pour ses variétés de roses. Également le complexe de Karim Khan et sa citadelle du XVIIIe siècle. Donc là, on est toujours à Shiraz. Puis on poursuit pour le site sassanide fortifié de la cité sassanide fortifiée de Bichapour, que l'on voit en fond d'écran, avec en médaillon un exemple des six bas-reliefs sassanides que l'on peut également voir durant cette visite. Ensuite, bien sûr, étape majeure de ce circuit, la ville de Persépolis, une des merveilles du monde antique, en fait, dont les ruines attestent de la grandeur passée de la ville et qui fait résonner les noms des rois achéménides tels que Darius Ier, Xerxès Ier, Artaxerxès Ier. Et puis, bien sûr, à côté, la nécropole royale de Naxé et Rostam.
Ensuite, un bel arrêt photo pour prendre en photo le mausolée de Cyrus le Grand à Pasargade. Et puis, l'étape ultime de ce circuit est à Ispahan. Ispahan, où vous verrez plusieurs mosquées, dont celle du vendredi que vous voyez sur l'écran, mais celle de l'imam, la place de l'imam et le bazar, des palais, comme le palais de Hacht Béchet d'époque safavide, mais également la cathédrale Saint-Sauveur, l'église arménienne du XVIIe siècle, qui atteste en fait d'une forte communauté arménienne dans la ville. Et puis bien sûr, Ispahan, c'est aussi des ponts. La ville en compte 11, on en verra 3, dont le pont des 33 arches que vous voyez en photo et qui est d'époque safavide. Voilà, avant de passer au programme suivant, je vais peut-être demander à Neda de nous présenter également le circuit qu'elle connaît et qu'elle a eu l'occasion d'accompagner avec plusieurs de nos groupes. Neda, c'est à toi. Donc, il s'agit d'un circuit classique, ça veut dire qu'on visite les villes les plus importantes comme Téhéran, comme Kashan, comme Yazd, comme Kerman, Shiraz et Ispahan. Le voyage commence par Téhéran et se finit par Ispahan. Donc, après la visite de Téhéran, on va vers le centre de l'Iran. Le centre de l'Iran, c'est la ville de Kashan. Donc, la ville de Kashan, ça c'est connu pour les maisons de Perse ou bien les maisons traditionnelles. Et vous avez une chance qu'une nuit, vous allez dormir dans l'une de ces belles maisons. Après Kashan, on va visiter Yazd. Donc, ce qui est intéressant dans ce programme, à part des villes importantes, on va visiter des petites villes et le village. Ça veut dire sur le trajet de Kashan et Yazd. Yazd, comme cher Muriel a dit tout à l'heure, c'est la ville de lieu de culte chez les Zoroastriens. Donc, vous pouvez découvrir les lieux saints chez les Zoroastriens. Donc, à part des visites des lieux historiques et lieux touristiques, on va aussi visiter la vie, le style de la vie des Iraniens et on va aussi goûter la gastronomie iranienne, sachant que la gastronomie iranienne, c'est très, très riche. Donc, après Yazd, la ville suivante, ça c'est Kerman. Et ici, vous avez tellement de chance que vous allez découvrir 2 citadelles qui sont mondiales, la citadelle de Bam et la citadelle de Rayen. Donc, le trajet de Kerman jusqu'à Shiraz, c'est en avion. Vous savez qu'après Kerman, on a Shiraz. L'étape suivante, c'est Shiraz. Donc, vous savez que Shiraz, c'est la ville des poètes, la ville des jardins. Donc, la ville de Perse, dans cette ville, voilà, on va visiter Persépolis. Et voilà, et après Shiraz, la dernière étape, c'est Ispahan. Sans doute, vous avez déjà bien lu et vous avez déjà vu les documentaires sur Ispahan. Vous savez bien que Ispahan, c'est la ville des ponts, des mosquées et des artisanats. Pour moi, ce qui est intéressant, ce voyage se termine par Ispahan parce que vous allez finir votre voyage de l'Iran par la beauté. J'espère qu'un jour, vous allez accompagner pour ce circuit. Merci Neda. Donc, je reprends la main et je vais continuer avec le A514. Le A514 qui est un voyage un petit peu plus long puisqu'il fait 21 jours. Donc, il commence à Téhéran et se termine à Shiraz, comme vous le voyez sur l'itinéraire qui est indiqué à l'écran. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il est plus original dans le sens où il va dans la partie ouest de l'Iran et jusqu'à la frontière arménienne, voire turque. C'est un peu l'originalité de ce circuit. Donc, je vais un petit peu plus développer. Alors, première étape, après la visite de Téhéran, visite classique du palais du Golestan, du musée archéologique, on part pour l'ouest en prenant la vallée d'Alamout et on monte on monte sur la carte en direction de la Caspienne jusqu'à la forteresse d'Alamout en fait.
que l'on peut voir là sur l'écran en haut de ce piton rocheux. Forteresse qui est l'un des châteaux mythiques de la secte ismaélienne des Hachachines. Hachachines, pourquoi? Ben parce que les membres de cette secte s'adonnaient à la drogue et notamment au hashish, et qu'ils assassinaient en fait leurs opposants, ceux qui ne reconnaissaient pas la vérité avec un grand V, et d'où le terme hachachine qui est devenu le terme assassin et qui est passé dans dans le langage commun. Donc on poursuit le circuit en direction du nord-ouest, avec un arrêt à Soltaniye pour voir le mausolée d'Olgetou que l'on voit à l'écran en haut à gauche. Alors c'est un bâtiment octogonal, comme on peut le voir, surmonté d'une des plus grandes coupoles vernissées turquoise, avec à la base de la coupole 8 minarets en partie tronqués en fait. Étape suivante, Kazvin. Kazvin avec la visite du palais de Chehel Sotoun, qui signifie le palais des 40 colonnes, même si en fait le palais ne possède pas 40 colonnes, mais 40 colonnes signifie qu'en fait il y a énormément de colonnes. Alors la suite à Ardabil. Ardabil qui est la ville, le berceau de la dynastie des Safavides, avec en photo en fait le mausolée du grand soufi Cheikh Safi al-Din, qui est en fait l'ancêtre du fondateur de la dynastie Safavide, fondateur au XVIe siècle, donc de cette dynastie de Shah Ismail. On poursuit après la ville toujours en direction du nord-ouest, après la ville de Kalébar, on monte à la forteresse de Babak. Forteresse de Babak, qui est le fief de Babak Orandim, en fait, commandant d'armée iranienne contre l'invasion arabe. On suppose que la forteresse a été construite pendant la période Parthes ou probablement pendant le règne des rois sassanides. Et l'on peut voir que la forteresse a été construite sur un piton rocheux, enfin sur un pic absolument spectaculaire. Alors après, on se dirige vers l'ouest en direction de Tabriz, avec son fameux bazar que l'on voit ici, dont on voit une représentation ici à l'écran. Bazar qui est bien sûr inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est l'un des plus grands bazars couverts et une véritable en fait ville dans la ville, et un ancien comptoir commercial sur la route de la soie. Alors après Tabriz, à Tabriz, on visite également l'église arménienne que l'on voit sur la photo à gauche, qui est de la fin du XVIIIe siècle, ainsi que les ruines en fait, ou ce qui reste de la mosquée bleue qui date du XVe siècle, qui a été en grande partie détruite par un tremblement de terre. Donc après Tabriz, donc ville la plus importante du nord-ouest de l'Iran, on se dirige vers le nord, en fait, en direction de la frontière arménienne, pour visiter 2 monastères. Alors le premier monastère, le monastère de Saint-Thaddée, qui date du 1er siècle de notre ère, et puis le monastère de Saint-Stéphanos de Jolfa, que l'on voit ici à l'écran, qui date, lui, du 7e siècle. On monte un petit peu plus au nord à Makouj, là je vous ai pas mis de photos, puis on redescend pour voir le village troglodyte de Kandovan, qui a des petits airs de Cappadoce, comme on peut le voir, hein, et qui est toujours habité. Puis après Kandovan, on s'arrête au site de Takht et Soleiman. C'est l'un des lieux les plus sacrés du zoroastrisme. Zoroastrisme, comme on le sait ou on ne le sait pas, mais on va le découvrir, était la religion d'État de la dynastie sassanide, religion d'État qui vénérait 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. On poursuit à Tax et Bostan, qui est un site sassanite où on peut admirer en fait 2 belles grottes sculptées et un petit bas-relief. Tout ça à la sortie de la ville de Kermanshah. Et puis à Kermanshah même, on visitera ce beau bâtiment qui est le Tekiye Moavan Olmolk, comme on peut le voir, qui est d'époque de style Kadjar tardif.
Et puis enfin, je ne vais pas là, je vous ai fait une petite mosaïque de photos pour, vous parler de 4 autres étapes importantes, durant ce circuit. Alors, on voit en haut à gauche, une représentation de Yazd avec, ces fameux badgirs, ces tours du vent. À côté, le site de Persépolis dont on peut voir, l'étendue. En bas à gauche, en fait, c'est un détail de la coupole de la salle de musique du palais Ali Kapou, d'Ispahan. Et enfin à côté, à Chiraz, le mausolée de Hafez. Voilà, j'en ai fini pour, ce circuit. Je vais peut-être laisser Mohammad, nous en parler un petit peu plus. Mohammad, c'est à toi. Oui, rebonjour et j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis Mohammad, je m'appelle Mohammad et j'habite en Iran, je suis guide francophone. Alors ce voyage, qui a été effectué plusieurs fois par, l'agence et par moi en tant que guide, c'est un voyage extraordinaire de 21 jours et c'est un choix qui nous permet de connaître mon pays, l'Iran, d'une façon différente, de connaître autrement. Vous savez que l'Iran, c'est un pays varié comme la France. Et ce circuit complet nous permet de connaître la Perse du point de vue historique, naturel, artistique et ethnique. En fait, vous allez voir des monuments et des endroits qui appartiennent à toutes les dynasties, soit pré-islamiques et islamiques de la Perse. Et je vous accompagne pendant ce voyage pour vous montrer, vous faire apprécier des chaînes des montagnes Alborz et Zagros, et ou bien des rivières qui séparent l'Iran de Azerbaïdjan, d'Arménie et de Turquie. Ces régions qui sont époustouflantes. Et je parle de la région nord-ouest d'Iran. Euh, cette région, on l'appelle la région Azerbaïdjan, et ensuite on descend vers la région Kurdistan iranien. La région Azerbaïdjan se trouve au nord-ouest. Et quand on descend vers ouest, on trouve la Kurdistan. Et ces deux régions, ils ne sont pas connues pour la plupart des touristes parce que ça ne fait pas partie de circuits classiques. Donc, c'est une expérience inédite afin de connaître mieux l'Iran. Donc, vous pouvez visiter plusieurs choses. Je pourrais parler de bazar historique de Tabriz ou l'ensemble du sanctuaire de Cheikh Safi al-Dabidi, ou bien l'ensemble monastique arménien, euh, ou bien Soltanier, Tarte Soleiman, Bissotun, qui sont tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, En fait, pour exemple, les deux monastères arméniens qui accueillent chaque année des pèlerins arméniens, mais aussi iraniens, là, on peut faire de la randonnée, nous allons marcher, nous allons visiter, apprécier, admirer ces régions montagnardes, kurdes et turcs iraniens qui pourraient changer votre idée de l'Iran parce que la Perse ne se limite pas au désert et aux régions très arides qu'on trouve peut-être dans les médias. Et le reste du voyage, en fait, c'est le voyage qu'on a vu, c'est le circuit classique. Ça veut dire on descend, on va vers le centre, vers Kashan, vers Ispahan, Yazd et Shiraz, qui est la fin de ce voyage. Alors, si je récapitule, je peux dire qu'on commence par Téhéran, on monte vers ouest, on va vers Kazvin, vers Zanjan, on va dans la région Azerbaïdjan où nous avons la capitale qui s'appelle Tabriz. Ensuite, on descend et, et après, on va voir plusieurs monuments. Voilà, on va vers Maroré, Hamadan, et ensuite on va au centre et on descend jusqu'à Shiraz, euh, qui fait partie de circuit classique quand même. Voilà, c'est un circuit un peu long, mais indispensable à mon avis.
Et je vous raconte juste une anecdote. Dans cette région nord-ouest d'Iran, euh, on, avec, je pense, 5 ou 6 touristes, on est descendu vers Tart et Soleiman parce que on était en haut et c'était le moment de coucher de soleil. Et on arrivait dans une 20 minutes, dans une vingtaine de minutes à Tart et Soleiman. Et là-bas, l'une des touristes, il a dit, ce paysage est très biblique. Moi, je ne savais pas cet adjectif, mais après, je l'ai réutilisé et je pourrais dire maintenant que les paysages culturels et naturels de ces régions sont riches et ils sont bibliques. Voilà. Merci Mohamed. Je vous en prie. Je reprends la main pour vous parler maintenant d'un programme qui est en fait une expédition. C'est un programme un peu plus original, on va dire, en tout cas très différent. C'est une expédition dans les déserts du Dasht-e-Kavir et du Dasht-e-Lout. C'est un programme de 18 jours. C'est donc qui commence à Téhéran et qui se termine à Mashhad. Alors à Téhéran, il y a des visites prévues, mais qui vont dépendre en fait de l'heure d'arrivée de l'avion. Nuit à Téhéran et le lendemain, on prend les 4x4. C'est ce qui explique que l'on vous parle d'expédition. On prend les 4x4 et on se dirige en direction du sud-est. Donc je vais voilà ouvrir le rideau sur la suite, au propre comme au figuré. Donc première étape de ce circuit, les dunes de Maranjab, pardon, et le caravansérail du même nom. Caravansérail qui abritait une forte garnison parce que pour protéger en fait les marchandises, puisque cette comment dirais-je, cette étape était un comptoir important sur la route de la soie. Donc je poursuis par la ville d'Anarak. La ville d'Anarak qui est d'époque sassanide. On y fait une halte pour visiter en fait la vieille ville de Pizé, que l'on voit ici à l'écran, qui fera l'objet d'une belle promenade au coucher du soleil. Et puis il y a possibilité de monter à la tour que l'on voit sur la photo et pour avoir également et prendre une belle photo sur le panorama environnant. Donc on poursuit pour les dunes pardon de Rigogène, les dunes du Démon. Alors c'est un endroit qui autrefois était évité par les caravanes qu'il a traversé. Ils évitaient d'y faire halte parce qu'ils pensaient que c'était une région habitée par les démons, que c'était l'antre des esprits. On poursuit pour la vallée et le canyon de Morteza Ali que l'on voit à l'écran, où l'on prévoit une belle promenade dans le canyon jusqu'au barrage de Shah Abbas. Puis une halte rafraîchissante, il en faut dans ce désert minéral, une halte rafraîchissante à l'oasis de Kashit. Et puis arriver aux dunes de Yalan, ces magnifiques dunes de Yalan, parmi les plus hautes du monde. Et là, c'est un paysage tout à fait particulier que l'on trouve dans la région. Ce sont les fameux caloutes du désert de Shah Haddad. Caloutes qui signifie en fait montagne de sable, qui sont en fait des montagnes, des pyramides, des châteaux de sable qui ont été façonnés pendant des millénaires par l'érosion et les vents désertiques et que l'on peut voir sur à peu près 11 000 km². Donc c'est un paysage tout à fait particulier. Là, c'est un autre paysage de caloutes dans le désert du Lout. Puis autre halte rafraîchissante en remontant en fait après avoir traversé tous ces déserts. On visite bien sûr la forteresse de la citadelle pardon de Bam et celle de Rayan. Puis on remonte vers Kerman et on fera un petit arrêt rafraîchissant au jardin de Shahzadeh près Amahan. Que l'on voit donc à l'écran, avant d'arriver à Kerman, de prendre l'avion pour rejoindre Mashhad, donc dans le nord-est, ville importante du nord-est de l'Iran.
où l'on visitera le mausolée de l'imam Reza. Voilà, donc je voulais vous montrer quelques photos des bivouacs, puisqu'en fait c'est une expédition et que la plupart des logements se font enfin comment dirais-je, les nuits sont en bivouac. Donc là, vous avez à l'écran les tentes individuelles, la tente repas avec l'intérieur de la tente repas, table, chaise, etc., ainsi que les voitures. Donc il faut savoir que la plupart des logements pendant ce circuit se feront en bivouac, avec quelques logements toutefois dans des maisons d'hôtes. Voilà, j'en ai fini. Je vais peut-être laisser également Mohamed nous mettre, comment dirais-je, nous raconter son expérience de ce circuit également. Donc, Mohamed, je te redonne la parole. Oui, merci. En Muriel, fait, ce juste une question. circuit, Est-ce que tu as la possibilité d'appuyer sur ta flèche retour sur ton clavier? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion, que certaines personnes nous ont dit quand il y a la carte, en fait, du prochain voyage, alors qu'on parle du voyage, Ouais, je sais, mais j'ai peur d'annuler mon. bon, c'est pas grave, c'est des demandes. On te laisse la parole, Mohamed. Vas-y, Mohamed. voilà. Voilà, ce circuit, c'est plutôt la découverte de deux grands déserts iraniens, Dasht-e Kavir et Dasht-e Lout, qui sont situés au centre jusqu'au sud-est d'Iran. Donc, pendant ce voyage, vous pouvez apprécier la nature, mais aussi la culture du désert chez les Iraniens dans les oasis perses. Le Dasht-e-Kavir, en fait, c'est un désert salé d'Iran qui s'étend du sud-est des montagnes d'Albor, ça veut dire au sud de la capitale, jusqu'au centre du pays, et Dasht-e-Lout se trouve à l'est jusqu'au sud de l'Iran. Euh, Pendant ce voyage, nous allons traverser et reprendre la route de soie, mais aussi la route des épices et les routes en fait vers les villes anciennes caravanières. Nous allons découvrir des maisons, des forteresses, des villes et des villages qui sont en pisé, qui sont en briques crues, qui sont de terre. Et nous allons passer des nuits en bivouac dans les dunes ou bien dans les gîtes des hôtels traditionnels et des écologes dans le désert. Les touristes, ils font beaucoup de marches, ils se détendent dans la nature, ils contemplent les beaux paysages et ils peuvent connaître la culture de désert chez les Iraniens parce que c'est une culture aussi assez riche et assez connue, assez euh, ancienne, les habitants iraniens qui vivaient dans la nature désertique et qui ont fondé leur vie à base de l'eau, surtout des canats, des canaux d'eau qui ont été créés par nos ancêtres en Iran. Et donc, nous allons découvrir tous ces magies du désert. À part ça, nous allons aussi découvrir Bam et Rayen, des citadelles du désert. Nous allons découvrir les caloutes, qui sont les pyramides de terre, et le désert du Shaddad, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Nous allons apprécier la variété des paysages traversés, comme le désert de sel, les dunes, les canyons, les montagnes aux neiges. Et à la fin de ce voyage, nous allons à Mashhad, qui est une ville sainte chiite iranien. Voilà. Merci Mohamed. Donc je reprends la parole pour vous présenter le quatrième et dernier circuit, le A518. Programme un petit peu, alors complètement différent des autres, bien évidemment, qui est une semi-expédition en fait. Donc nous arrivons à Téhéran où nous passons la nuit et visite à Téhéran en fonction de l'horaire d'arrivée de l'avion. Puis le lendemain matin, nous prenons l'avion pour aller à Birjand, qui est en fait la capitale du Khorasan. Puis, comme vous le voyez sur l'itinéraire qui est représenté, nous descendons, nous longeons la frontière afghane et pakistanaise pour descendre complètement dans le sud, jusqu'à la mer d'Oman et en fait jusqu'au détroit d'Ormuz, qui sera le terme de ce circuit, donc de 15 jours, de Birjand à l'île de Keshm,
en semi-expédition, c'est-à-dire qu'en fait, les déplacements se font en 4x4, avec, à la fois logement sous la tente et logement dans des maisons d'hôtes, voire des petits hôtels. Donc, première étape, comme je viens de vous le dire, Birjand, capitale du Khorasan, avec la visite du pavillon, Kola Pharangi et le jardin Akbarieh, tous les 2 d'époque, Kadjar. On poursuit avec la première visite au village de Galeno qui a à peu près 1200 ans d'âge, et qui a été restauré comme on peut le voir, sur l'image. Ensuite, arrêt au bord du lac Hamoun, au complexe, de Koué Kadjé, qui est en fait un complexe parthes et qui a été, partiellement réaménagé à l'époque, sassanide, et dont l'origine en fait est inconnue. Les archéologues se demandent si c'était un lieu de pèlerinage, un ancien temple du feu, éventuellement un palais. Enfin, toutes les questions, restent ouvertes sur le sujet. Puis on poursuit pour, le site néolithique de Chakra et Sirté, qui signifie la cité brûlée, et dont les premières, occupations remonteraient au 3e millénaire avant notre ère. Alors c'est un site qui est très étendu, qui s'étend sur plusieurs collines d'une hauteur de 12 à 18 mètres et dont on voit une partie à l'écran. On poursuit avec Zahedan. Zahedan est un petit peu plus au sud, et qui est en fait la capitale du Sistan et de la province du Sistan et Baloutchistan. Là, on voit sur la photo l'ancienne forteresse de Zahedan qui est en grande partie ruinée, mais qui fait l'objet d'un arrêt photo. Puis, en direction du sud, toujours entre Zahedan et la mer d'Oman, à peu près à mi-chemin, on fera un arrêt au volcan semi-actif de Taftan, qui sera l'occasion de faire une belle excursion d'environ 4 heures sur les flancs du volcan, pour rejoindre un refuge et passer la nuit sur les flancs du volcan. Puis on arrive dans le sud, au bord de la mer d'Oman, avec à l'extrême sud en fait de l'Iran, sur la baie de Govater, baie qui est inscrite à la convention de Ramsar en fait, qui protège les zones humides, et à la fois la zone, mais bien sûr les mammifères marins, les mammifères terrestres, et puis la multitude, la diversité et la centaine d'oiseaux qui peuplent ce lieu. On peut voir là à l'écran à gauche la plage et puis ce chameau qui snobe le photographe. Puis en haut à droite, la mangrove, et en bas, comment dirais-je, l'environnement minéral qui borde la baie de Govater. Voilà, après la baie de Govater, donc on suit le littoral de la mer d'Oman pour arriver à la ville de Chabahar. Et puis en route, on peut voir ces étranges formations. Enfin, ce sont des petites montagnes, une qui s'appelle la montagne miniature, l'autre montagne martienne. Puis on voit le littoral en haut à droite, le littoral rocheux qui tombe dans la mer d'Oman. Et on arrive à Chabahar où on visite, en fait, c'est une petite ville où on visitera un petit musée anthropologique, le bazar bien sûr, et puis le mausolée Gholam Rasoul, pardon, que l'on voit à l'écran. Donc après Chabahar, on poursuit notre route vers l'ouest. Là, on fait un petit arrêt à cette curiosité géologique qui s'appelle, enfin, qui est en fait, le volcan de boue de Ghel Afshan, que l'on peut voir donc à l'écran. C'est vraiment une curiosité géologique. Puis on arrive sur l'île de Kejm. Alors avant d'arriver sur l'île de Kejm, on passe par la ville commerçante et moderne de Bandar Abbas, où l'on prendra le bateau pour aller sur l'île de Kejm. L'île de Kejm, où l'on va visiter des villages traditionnels bandaris, mais aussi la mangrove de Hara que l'on voit à l'écran, en fait, en fond d'écran. Et également, on fera une excursion dans le canyon de Chaou, que l'on voit en médaillon, avec comment dirais-je, un relief particulièrement tourmenté. Alors, quand on est sur l'île de Kejm, on a l'occasion de faire également une excursion d'une grosse demi-journée, depuis l'île de Kejm en bateau jusqu'à l'île d'Ormuz,
qui a une géologie particulièrement spectaculaire que l'on peut voir sur les 3 photos que j'ai présentées à l'écran. Voilà, et après cette excursion, on reprend le bateau pour l'île de Kesh, mais on reprend l'île de Kesh, à partir de l'île de Kesh, on reprend l'avion pour gagner Téhéran et revenir, et revenir en France. Alors, je voulais terminer par un petit clin d'œil avec cette photo de petits enfants baloutches, tous plus mignons les uns que les autres, et qui voulaient vous faire un petit salut et vous remercier pour l'attention que vous avez portée à leur magnifique région. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser Manoucher peut-être compléter mon propos sur ce circuit A518. Manoucher, c'est à toi. Merci, Muriel. Bonjour à tout le monde. Comme tu m'as présenté, je m'appelle Manouché Torabi. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis né au bord de la mer Caspienne, mais je parle la langue azari. Depuis 35 ans, je vis à Téhéran. Voilà. Comme tu as facilité mon devoir, parce que tu as bien précisé par jour les étapes et les visites, je cite quelques généralités et particularités de voyage. Déjà, ce voyage, comme tu as présenté dans le première page de ce circuit, c'est un voyage qui commence au bord de frontière Afghanistan, parce qu'on prend le vol de Téhéran-Birjand, juste près de frontière Iran-Afghanistan. Donc, ce voyage est un voyage vraiment typique parce que vous avez l'occasion de voir, d'avoir le contact avec les ethnies, les minorités ethniques et même religieuses, des paysans, peut-être des pauvres, parce que vous allez descendre de l'Iran, de Birjand, vers sud de l'Iran. Dans ce voyage, vous avez l'occasion de voir les gens qui sont pauvres au niveau de moyens de la vie de la population en général. Donc, vous allez voir les gens qui peut-être ne parlent pas le farsi. La langue officielle du pays est farsi et persan, tandis qu'au bord de la frontière, il y a des gens qui vivent, qui sont iraniens, mais au niveau de la région sont sunnites, parce que nous avons 2 grandes religions en Iran, chiites et sunnites. Le pouvoir central et la grande partie de population de l'Iran est chiite. Mais quand vous arrivez à Birjand, la province Khorasan Junoubi, parce que la province Khorasan, il y a 10 ans, c'était la plus grande province de l'Iran. Ils ont partagé en 3 petites provinces, régions. Birjand se trouve au Khorasan Junoubi ou Khorasan du Sud. Khorasan qui est une région riche de l'histoire à cause de contacts et la guerre qu'il y avait dans l'Asie centrale avec donc le Sud, avec l'Iran, Turkménistan, l'Ouzbékistan et tout ça. Khorasan est le frontière commun entre ces régions. Donc, comme je vous ai dit, c'est un voyage ethnologique parce que vous allez voir les gens comme à Birjand et surtout à Sistan et Baloutchistan. Sistan et Baloutchistan, vous allez voir, vous allez rencontrer, avoir de contact, de communication avec les gens qui sont baloutches, qui parlent le baloutche. La plupart parlent baloutche, le langage, parlent baloutche, qui sont un peu différents de baloutche de l'Iran, plus proche de Baloutchistan de Pakistan. Donc, vous allez alors
Et dans ce voyage, on voyage, on a voyagé à 4 pays, Afghanistan, Pakistan, et descendait vers les pays du Golfe Persique, parce que quand vous descendez vers Chabahar, il y a une autre région, une autre ethnie qui sont plus pakistanais, qui même parlent pas notre langue. Il est très intéressant. Il est très intéressant. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler de ce sujet. Un pays, un gouvernement, mais il y a différentes ethnies. Je ne parle pas de la religion, je ne parle pas de la politique. Différentes ethnies. Nous avons un système d'administration, d'éducation, mais autant de différents entre les gens du pays, que le Sud ne connaît pas le Nord, l'Est ne connaît pas l'Ouest. Comment diriger ce pays, un vaste pays comme ça? Peut-être c'est une favorité, peut-être c'est une qualité, peut-être c'est un avantage, mais je ne sais pas vraiment dans l'avenir comment contrôler, maintenir un tel pays diversé comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous dire que dans ce voyage, vous allez avoir des expériences uniques, authentiques. La nature, le désert, les gens et différentes façons de vivre dans un seul pays. C'est ça que je voulais vous inviter, de donner une motivation, de prendre la décision de venir, de voyager et prendre ce voyage, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le tourisme. J'ai beaucoup voyagé en Iran. Mais ce type de voyage est authentique et très, très, très intéressant et très riche. Merci beaucoup, Manouché. Merci beaucoup pour cette belle présentation sur le voyage, le 4e et le dernier voyage donc, qui est au Baloutchistan. Donc, avant de vous donner la parole et de vous inviter à poser toutes les questions, vous en avez sûrement beaucoup, on voulait faire une petite parenthèse par rapport à ce qui nous arrive depuis 2 ans et qui a évidemment changé nos habitudes de voyage, c'est-à-dire le Covid, faire une petite parenthèse notamment par rapport à Explorator en elle-même. Notre organisation, c'est de faire partir des personnes dans un premier temps vaccinées, c'est de faire partir des voyages qui vont bien se dérouler dans les meilleures conditions sur place. Donc, on vous donne toutes les clés pour pouvoir effectuer le voyage, que ce soit par rapport aux tests PCR à effectuer en amont, au visa s'il y a des changements, et toutes les indications qui ont été mises en place dans le pays dans lequel vous allez voyager. Donc, par exemple, en Iran, vu que c'est le sujet actuel, il faudra évidemment être vacciné, mais également faire un test PCR de 72 heures avant le départ. Les 3 doses. Les 3 doses, exactement. Donc, vraiment avoir un passeport vaccinal complet et faire un test donc PCR 72 heures avant le départ. Je tenais également à vous informer que si vous avez besoin de tests PCR au retour de votre voyage, Explorator se charge de tout. Donc le guide va vraiment tout organiser et vous amener jusqu'au lieu pour effectuer le vaccin, que ça soit à l'hôtel ou à l'aéroport. Donc vraiment, on a tout mis en œuvre chez Explorator pour que les voyages se déroulent au mieux et qu'on arrive à nouveau à voyager. Donc, sur notre site internet, vous voyez tous nos départs garantis. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même certains départs et certains voyages qui peuvent s'effectuer même en cette période un petit peu compliquée. Pour reparler de l'Iran, le masque est recommandé, donc évidemment dans tous les endroits fermés et les endroits publics, comme en France. Après, à contrario, dans la rue, il n'est pas obligatoire, mais il est quand même recommandé.
Donc voilà, si Manouché, Mohamed ou Neda veulent ajouter quelque chose par rapport à ça, avec plaisir. Et ah oui, par rapport à la sécurité. Donc on commence à avoir des questions. Donc par rapport au Covid, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on a également évidemment une assurance qui est spécifique pour le tourisme, mais surtout pour le Covid. Donc on pourra vous donner toutes les informations nécessaires, mais en tout cas, vous êtes entre de bonnes mains, et on a adapté à 100% nos voyages par rapport à ça, et surtout toutes les formalités en amont. Donc, que ce soit moi, mon collègue Kevin ou ma collègue Gwendoline, au service commercial, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous avons Madame Martinez qui nous demande d'en dire un petit peu plus par rapport à la sécurité en Iran. Qui aimerait répondre à cette question? Peut-être Manouché? Oui, avec le plaisir. Nous t'écoutons. Bon, la sécurité, si vous entendez, s'il y a attaque ou reprise ou emprisonnement ou les policiers interviennent, sexe, tout cela, non, je dois dire que ce type de comportement, de traitement, il n'y a pas en Iran depuis 20 ans. Si vous entendez de dire que si on voyage aux frontières de l'Iran, d'Afghanistan et de Pakistan, s'il y a de risques, nous approchons pas aux frontières. Je dis que c'est au bord de frontières, mais nous sommes loin, au moins 50 km de frontières, et nous sortons pas de route standard qui est contrôlée. Notre voyage est complètement contrôlé, annoncé et dans les standards, et les polices et forces de l'ordre, tous sont au courant de notre voyage, et s'il intervient, c'est dans notre intérêt, c'est pour notre sécurité. Donc, peut-être il y a des petits vols, tout ça, qui peut arriver même à Paris, mais Oui, partout dans à le monde. part, non, au niveau de sécurité, il n'y a pas de problème. Effectivement, soyez-en sûrs en tout cas que si nous proposons… Une chose, Oui. pardon. Peut-être dans les journaux, dans les reportages, on lit, on entend que il y a des étrangers qui sont pris en prison, mais ce sont des journalistes qui sont double nationalité, iranien ou français-iranien ou anglais, mais ce sont des journalistes qui sont documentaires, qui l'État les considère contre leur intérêt national. Et c'est autre chose, nous sommes des touristes. Et le regard de l'Iran, le régime de l'Iran pour les touristes maintenant est très positif, parce que c'est mieux que le pétrole pour l'État. Donc, protège et encourage les touristes et prend toutes ces mesures pour la sécurité des voyageurs. Merci beaucoup, Manouché. Effectivement, soyez-en sûrs que si, ce que je voulais dire tout à l'heure, que si Explorator propose des voyages, même si c'est dans des zones un petit peu reculées, et c'est la force d'Explorator, c'est qu'on propose que ce soit des pays ou même des zones dans certains pays qui sont un peu plus hors des sentiers battus. Nous ne prenons pas de risques, et c'est que c'est des endroits où on sait où on va, et que c'est toujours en toute sécurité. Nous avons une autre question de Madame Busson qui demande si nous faisons des visites de Jiroft, qui est dans la province de Kerman, notamment également les sites de Konar, Sandal, Tepe Yahya, dans la province de Kerman. Non. Et c'est parce que ce n'est pas possible d'y aller, me demande-t-elle? Non, c'est parce que ça n'est pas prévu au programme, mais bon, pourquoi ne pas enrichir le programme éventuellement dans un futur proche? Très bien, merci. Ensuite, prochaine question. J'ai vu qu'il y avait une question sur les compagnies aériennes aussi. Oui. Donc Alors, je vais dans l'ordre, il y avait les autorités iraniennes ont repris le 23 octobre la délivrance des visas touristiques pour les personnes vaccinées. Donc, d'une façon générale, les autorités nationales appellent à respecter, je pense que c'est un copier-coller de ce qui est écrit sur le site du ministère des Affaires étrangères, merci.
Quelle est la compagnie aérienne exactement au départ de la France et en vol intérieur? Merci Alors, Muriel. en fait, ça dépend des circuits. On utilise en général la Turkish Airlines, parce qu'on peut partir avec la Turkish on peut rentrer en fait via la Turkish d'Ispahan et de Shiraz, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies. On utilise également, dans mon souvenir, Austrian, mais ça dépend effectivement des compagnies, des circuits, pardon. Quant au vol intérieur, j'ai oublié le nom de la compagnie. Manoucher, tu vas m'aider, le nom de la compagnie intérieure qu'on utilise en général, puisque là, c'est le prestataire local qui s'occupe des vols intérieurs. On ne peut pas les réserver nous-mêmes. Mahaner, Mahaner, voilà. Mahaner. Ouais. Voilà. Super, Donc, merci beaucoup. Il y a Madame Desrues qui nous demande s'il y a toujours des problématiques de pénurie comme l'essence ou éventuellement la nourriture. Pétrole, l'essence et les nourritures, vous dites? Oui, elle demandait s'il y avait toujours des problèmes de pénurie, car apparemment il y en avait à un moment. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, Non? non. D'accord, parfait. Après, on a une question par rapport. Non, non. Au niveau de santé et de Oui. nourriture, hein, Mhm. le comment dire, health, ministère de la santé, hein, je cherchais le mot santé. Le ministère de la santé en Iran est très veillant. Ok. Et ils sont partout présents, ils contrôlent toutes les choses. Hein, donc, non, pas de souci pour les nourritures. Super, merci beaucoup. Ensuite, on a une question sur le test PCR en moins de 96 heures devra être rédigé en anglais ou à défaut être certifié par le consulat iranien du pays d'origine. Des restrictions supplémentaires pourront être imposées par des autorités iraniennes à l'arrivée en cas de présence de symptômes. Alors, par rapport au test PCR, maintenant, quand vous allez dans un laboratoire, vous pouvez le demander en plus, mais a priori, tous les résultats sont faits en français et en anglais quand vous notifiez que c'est un test PCR pour un voyage. Donc, ça se fait automatiquement dans tous les laboratoires en France. Nous en avons eu pas mal. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est symptômes, effectivement, si à votre arrivée en Iran, vous avez des symptômes, on en parlait l'autre jour, il peut y avoir un confinement ou un test supplémentaire qui est fait. Mais a priori, si vous avez fait votre test PCR quelques heures, quelques jours avant votre départ, ça devrait aller. Mais vous avez raison, ça peut arriver partout. Mais ça, c'est c'est dans tous les voyages, c'est pas seulement en Iran. Il peut y avoir un test qui est refait à l'arrivée. Là, c'est pas obligatoire, le test n'est pas refait à l'arrivée, mais si vous présentez des symptômes, voilà, en tant que c'est normal de quand même le notifier et qu'il y a un confinement qui peut être mis en place, mais on vit dans ce monde actuellement. Nous, avec notre assurance, c'est ça, il y a pas mal de choses qui sont prises en charge justement en cas de confinement sur place. De quarantaine, exactement. Merci Muriel. En cas de quarantaine sur place, nous n'avons pas encore eu le cas depuis ce début de pandémie, et surtout depuis la reprise. Donc tout s'est toujours très bien déroulé et on espère que par la suite ça continuera. Mais en tout cas, on est préparé à ça et on pourra s'occuper de vous même à distance. Ensuite, ah oui, est-ce que si on a un visa d'Israël non détachable du passeport, est-ce que ça pose problème pour l'Iran si on a un tampon ou un visa israélien? Oui. Ça pose problème. Oui. Il faut refaire un passeport. Oui, absolument. On a beaucoup de remerciements. Merci à vous pour votre présence. Iran Air, vol direct. Peut-être à l'international. Bah, nous, on a l'habitude effectivement de travailler avec Turkish Airlines. C'est une compagnie qu'on connaît bien. Et, en fait, on ne prend pas Iranair en règle générale parce que justement, Iranair ne propose pas de vol au départ de Mashhad, comment dirais-je, d'Ispahan et de Shiraz pour nos voyages. Donc, ça nous coince. On est obligé de prendre une autre compagnie qu'Iranair. Donc, effectivement, ce sont des vols directs, mais après, il faudrait repasser par Téhéran pour rentrer de Mashhad, de Shiraz ou d'Ispahan. Donc, ça ne serait pas très pratique. Tout à fait.
Alors, j'ai vu qu'il y avait Marc qui avait levé la main. Peut-être que je peux désactiver votre micro si vous voulez vous exprimer à l'oral. Marc, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer à l'oral aussi, vous pouvez prendre la parole, évidemment, en désactivant votre micro en bas à gauche. Il n'y a plus de questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, merci à tous en tout cas pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, je n'arrivais pas à activer mon micro. Bernard. Oui, je voulais les circuits avoir un peu la condition physique, parce qu'il m'a semblé que pour certains, notamment le désert peut-être, il fallait une bonne condition physique. Est-ce qu'il y a beaucoup de marches? Est-ce que voilà. Une très bonne question. Ah, merci. Muriel, non, il n'y a pas beaucoup de marches en fait. Alors effectivement, il faut supporter la chaleur, ça c'est un point parce que il fait quand même très chaud. Ce sont des déserts qui sont excessivement chauds. Donc c'est pour ça qu'on prévoit le voyage, l'expédition dans les déserts. On fait ça surtout en hiver parce qu'il y fait très chaud. Bon, après les conditions de logement, puisque c'est du bivouac, même si de temps en temps il y a logement dans des maisons d'hôtes, mais c'est essentiellement du bivouac, donc c'est sûr qu'il faut. Bon, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, c'est un petit peu plus rude que de dormir dans un lit. Mais non, il n'y a pas de marche particulière. Ça n'est pas un trek dans le désert. Hein. Voilà. Tous les déplacements se font en voiture, enfin en 4x4. Donc non, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Ok, merci. Je vous en prie. Madame Martinez également avait la question par rapport aux marches difficiles. Donc il n'y a pas de marche difficile, non. Parfait. Le deuxième circuit, où est-ce que l'on est logé? On reste longtemps en altitude par rapport au deuxième circuit. Donc c'était le A515. Lequel deuxième circuit? Le second circuit que tu as présenté. Le A514? Oui, je pense que le circuit à l'ouest. Je ne sais pas si c'est la question. Le 21 jours, oui. A514, c'est ça. Excuse-moi, c'est quoi la question? Exact. Si on reste longtemps en altitude et quels sont les logements? Non, il n'y a pas on reste pas longtemps en altitude. En fait, l'altitude, c'est surtout, pardon, c'est surtout la citadelle de Babac. Là, ça sera, je pense que c'est la plus haute altitude de mémoire. C'est autour de 2100 mètres d'altitude. Mais on y reste le temps de la visite. Sinon, le reste, non, il n'y a pas du tout de visite en altitude. Enfin, rien qui soit difficile pour les gens qui ont du mal à supporter l'altitude. Et quant au logement, ce sont des logements dans des hôtels tout à fait confortables, des 4 étoiles en règle générale, voire 3 étoiles quand il n'existe pas de 4 étoiles à l'étape. Mais ce sont des hôtels partout. Il n'y a pas du tout de logement ni dans des refuges, ni sous la tente. Non, c'est de l'hôtel. Super, merci beaucoup. Ensuite, on a une question par rapport à la taille des groupes donc, à laquelle je peux répondre. Alors, tous nos circuits sont entre 4 et 8 participants maximum. Ça n'excède pas 8 participants, mis à part les expéditions dans le désert. Donc là, en l'occurrence, ça va être le A515, où il va y avoir 12 personnes maximum. Donc, nous avons laissé le nombre de participants maximum à 12 sur les expéditions dans le désert, étant donné que ça va être moins dérangeant que sur des circuits où on va plus auprès des populations, par exemple. Ouais, mais sachant que jusqu'à présent, tous les voyages que l'on a pu faire, les groupes étaient à moins de 8 en général. Oui, en général, de 8. C'est pas 8, exactement. Mais voilà, à savoir que le maximum que nous autorisons, c'est 8 et sur quelques expéditions dans le désert, 12. Est-ce que la présentation, oui, la présentation est enregistrée. C'est encore à voir. On va sûrement la mettre sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. En tout cas, nous vous y invitons. Nous enregistrons les différentes conférences et réunions que nous faisons, comme celle que vous avez pu voir aujourd'hui. Il y en avait eu déjà courant de l'année 2021, donc même 2020, l'année dernière. Donc n'hésitez pas, on a de très belles vidéos sur notre chaîne YouTube.
Mhm. Le directeur confirme que cette vidéo sera donc publiée sur notre chaîne YouTube. Reste la question des prix, effectivement. Alors, par rapport aux prix, vous pouvez les voir directement sur notre site internet. Il y a toujours 2 bases. Donc, par exemple, il y a la petite base et la grande base. Donc, si vous êtes, par exemple, entre 4 et 6 participants, ça va être un tarif. Et ensuite, il y a la grande base. Donc, si vous êtes entre 7 et 8 participants. Donc, ça, c'est auprès du service commercial. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous voulez qu'on échange à ce sujet. En tout cas, vous avez tous nos tarifs sur le site internet. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur l'onglet Iran. Il y aura les 4 voyages qui s'afficheront et vous pourrez voir les différents tarifs. Madame Sweden qui nous demande si le groupe de 12, il y a également une fenêtre par participant qui est Bien sûr, bien sûr. sur... Quelle que soit la base, c'est toujours une fenêtre par personne. Exactement. Donc, comme le disait tout à l'heure notre directeur, on essaye, Explorator veut que les voyages soient confortables, donc ça passe par le véhicule, étant donné qu'on reste quand même pas mal de temps dans le véhicule, vu qu'on évite on fait pas de trekking, hein. Donc il y a beaucoup, vous êtes beaucoup dans le véhicule et il faut que ça soit le plus confortable possible et c'est pour ça que maintenant tous nos voyages, c'est une fenêtre par participant obligatoire. Est-ce que c'est bon, Madame Martinez, au niveau des prix? Est-ce que vous voulez qu'on... En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, hein. On est disponible toute la journée si vous voulez nous contacter par téléphone. Je vais remettre le téléphone en message. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il me semble pas. Je vais juste mettre le numéro et ensuite on va pouvoir clôturer cet échange. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Bah, écoutez, merci à tous. Merci pour votre présence. Nous vous disons à très bientôt. Ah, j'ai quand même une dernière question. Sauf les 4x4, avec quel modem on se déplace? Bus? Non, je dirais c'est que du véhicule privatif, hein. Oui, c'est du minivan, hein. Manoucher, tu peux en parler peut-être? Oui, nous avons prévu un minibus, un minivan avec 14 ou 15 sites pour cela. Ce n'est pas un bus pour 8 personnes, mais comme entre 20 qui a place pour 6 personnes, parce que il est vrai qu'il y a 9 places dans le minivan, mais comme les valises et le confort des voyages exige, nous avons prévu un minibus avec 14 places, même que les clients seront 8, 6. Si le groupe, la taille de groupe dépasse de 6, nous passons à un minibus, de 20 à un minibus. D'accord. Donc là, il y a toute la place, même pour faire sa gymnastique le matin. Bien sûr. Parfait, merci. Ensuite, une dernière question par rapport au prochain départ. Est-ce que les départs de février pourront être assurés? Les prochains départs sont en février pour les expéditions dans le désert. S'il y a suffisamment d'inscrits, avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Donc, nous avons 2 départs, sur 2 circuits, les prochains départs du coup au mois de février. Ensuite, ça va être la période de mai, donc du printemps. Oui, après, c'est les voyages classiques à partir du printemps et à l'automne, évidemment. Oui. Le prochain départ au mois de février. On reste à votre écoute en tout cas. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, du lundi au vendredi. Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir clôturer? On n'a plus de questions? On n'a plus de questions. Merci à vous tous.
Merci, Madame Martinez. À bientôt. Merci. Bon, Merci à tous pour votre attention. Merci, merci. Muriel.